Nous sommes avec Jean-Pierre Rizot, qui est le président de la FNADEPA. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Peut-être vous présenter encore s'il y a besoin, et puis aussi présenter la FNADEPA pour ceux qui ne connaissent pas. Avec plaisir, oui. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. En effet, j'ai le plaisir l'honneur de présider la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services aux personnes âgées, la FNADEPA, qui aujourd'hui regroupe 1200, un peu plus de 1200 directeurs, directrices d'EHPAD, mais aussi de résidences autonomie, mais aussi de SAD, de SIAD et d'un certain nombre de plateformes de coordination gérontologique sur l'ensemble du territoire national. Plus de 80 départements aujourd'hui nous sommes présents et avec un ancrage territorial fort puisque notre organisation, notre gouvernance au fond laisse place à des FNADEPA départementales et régionales qui sont fortes, qui sont puissantes et qui portent des discours politiques à l'égard de l'ARS et des conseils départementaux. Voilà. Et ces presque 1300 directeurs aujourd'hui construisent à la fois un réseau fort autour de valeurs communes et puis effectivement des actions fortes, puissantes pour améliorer la qualité d'accompagnement et d'accueil de nos aînés dans nos établissements et services. Une question qui me vient, au sein de la fédération, les dirigeants des deux types de structures, en fait, services et puis EHPAD, ils se voient comment? Complémentaires, j'allais dire concurrents, comment est-ce que se perçoivent? C'est vrai que c'est probablement une des forces de notre organisation, c'est justement cette transversalité qui amène à cette complémentarité. Moi, j'ai connu un temps, je suis à titre personnel directeur d'un service à domicile, et j'ai connu une époque pas si lointaine où effectivement il y avait, pour le coup, pour le moins, un certain nombre d'hésitations entre les établissements et les services. Il y avait parfois même un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'il y avait un peu le sentiment qu'on pouvait venir en contradiction et peut-être même en concurrence. Nous pensons à la FNADEPA et on a un bel exemple de ça, hein, de cette complémentarité-là que l'on peut construire sur des territoires départementaux, des complémentarités. Et aujourd'hui, ceux qui adhèrent à notre fédération, à nos associations locales, départementales et régionales, ont d'abord ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord à l'esprit qu'accompagner mieux nos aînés d'aujourd'hui et de demain, c'est faire fi au fond des silos. C'est casser ce qui aujourd'hui, sur plein d'aspects, pourrait nous séparer. Et c'est sûrement là une force majeure de notre réseau, et c'est aussi ce que nous, on veut impliquer demain durablement autour de la question de la gouvernance du secteur et de son organisation. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir des synergies au niveau local entre des acteurs de services de domicile et puis les EHPAD? Oui, on en a construit avant la crise et on en a construit aussi beaucoup depuis un an. On s'est rendu compte au fond parce que cette crise, d'abord une crise sanitaire, mais aussi qui a largement impacté le secteur médico-social. On s'est aperçu qu'au fond, ce qui semblait complètement impossible en termes de coordination, en termes d'organisation, en termes de structuration, avant la crise est devenu possible. C'est devenu possible, évidemment, en établissement et services d'aide à domicile. Moi, j'ai dans mon département des coordinations qui sont mises en place, des coopérations entre EHPAD et SAD qui n'étaient pas imaginables auparavant et qui ont permis pour les uns d'apporter des apports supplémentaires en termes de bras hein, et d'intelligence collective, et pour d'autres, effectivement, aussi d'apporter cette dynamique-là domicile qui est évidemment un peu différente. Ça s'est vu aujourd'hui et on a vu aussi ce décloisonnement-là. Il a été possible et il s'est mis en œuvre dans certains territoires aussi entre le médico-social et le sanitaire, par exemple. C'est un sujet extrêmement important. Et dans notre organisation à nous, en tout cas dans la façon dont on conçoit ces coopérations, la force du terrain, la force de l'exemple, la force des expériences réussies permet effectivement de dire que c'est faisable. Ça passe par, évidemment, beaucoup de bonne volonté, ça passe par, évidemment, beaucoup d'envie de construire ensemble des solutions, mais c'est faisable. D'accord. Alors, si on continue sur la crise qui dure depuis pas mal de temps, le gouvernement, en fait, a suggéré, en fait, un allègement des mesures, des visites des familles dans les EHPAD et puis aussi des sorties des résidents. Déjà, qu'en pensez-vous et où est-ce qu'on en est parce qu'en fait, c'est une suggestion, si j'ai bien compris, c'est une suggestion, hein, une proposition. Comment c'est perçu par les dirigeants des EHPAD? Alors,
C'est vrai que, au fond, depuis un an maintenant, depuis cette crise sanitaire sans précédent, les EHPAD, notamment les SAD un peu moins, les résidences autonomie aussi un petit peu moins, mais les EHPAD sont au fond une forme de focus de cette crise sanitaire. On l'a vu déjà auprès des gouvernants, parce que les EHPAD ont immédiatement été placés comme, au fond, un révélateur de ce que pouvaient être les drames humains qui pouvaient se vivre autour de nos aînés. Nos aînés ont été ceux qui ont été le plus touchés dans la première vague, dans la deuxième vague. Et au fond, et notamment nos aînés en EHPAD, nos aînés en établissement. Et on voit bien à quel point, au fond, ce focus, qui a été aussi très médiatique, extrêmement médiatisé, la question des EHPAD, la question de la vie en EHPAD, la question de la place de nos aînés, de leurs familles et des professionnels, au fond, tout au long de cette année, les EHPAD ont été une forme de révélateur de cette crise. Et lorsque l'État a choisi les résidents d'EHPAD, voilà maintenant quelques semaines, pour être ceux prioritairement à qui allait s'adresser le vaccin, et les vaccins, alors, évidemment, nous, FNADEPA, nous avons pensé que c'est une excellente idée. Alors, aujourd'hui, il y a des débats sur ces sujets-là, mais pour nous, c'était un sujet majeur que la vaccination soit prioritairement destinée à nos résidents et aux professionnels qui les accompagnent. Et cette vaccination, elle a été un succès franc et massif. Aux derniers chiffres qui nous ont été communiqués hier par la ministre Brigitte Bourguignon, il y a 89% aujourd'hui des résidents d'EHPAD et du SLD qui ont au moins reçu une dose de vaccin. Ce qui est un succès extrêmement important. Et du coup, ce succès extrêmement important, il a pour effet aujourd'hui de susciter et je dirais même d'exiger une forme d'assouplissement dans la vie des EHPAD. Ça a été extrêmement difficile, on l'a dit, tout le monde l'a dit. Ça a été très dur pour les résidents d'être privés des leurs. Ça a été très dur pour leurs familles, ça a été très dur pour les professionnels, ça a été très dur pour nos directeurs, nos directrices adhérentes. Qui font tout au quotidien pour que l'EHPAD soit un lieu de vie ou un lieu où on vit, et puis tout à coup, on explique qu'on doit fermer l'EHPAD pour justement protéger. Et donc, la réussite majeure de cette vaccination, elle entraîne aujourd'hui la nécessité d'ouvrir les établissements, de les ouvrir plus largement, effectivement, ce qui explique ce que vous évoquez, Frédéric, à savoir ce protocole qui est apparu la nuit de vendredi à samedi la semaine dernière, qui a été largement interprété évidemment par la ministre et qui a aussi, je dois le dire, mis un certain nombre de nos collègues face à comme toujours, une forme d'injonction paradoxale. Exactement. Entre l'annonce. En fait, c'est une suggestion. Oui. Et après, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oulala, si je suis directeur, je prends une décision d'ouvrir, et puis qu'il arrive un souci, je risque d'être responsable. Oui. Dans l'inverse, si je ne suis pas et que je laisse fermer mon établissement ou plus contraignant, que vont dire les familles de mes résidents? C'est exactement cette injonction paradoxale dans laquelle sont trouvés nos directeurs, nos collègues. C'est-à-dire qu'effectivement, décider d'ouvrir, parce que pour le coup, le protocole suggère une large ouverture, c'est-à-dire un retour des visites dans les chambres, un retour, etc., des sorties, alors évidemment avec un certain nombre de gestes barrières à tenir, avec là aussi des tests évidemment au retour mais dès lors qu'effectivement il y a une expression du pouvoir politique sur la question, mais les familles sont arrivées le samedi matin. Au fond même, avant même que ces protocoles soient arrivés, parfois jusqu'à certains directeurs. Alors là, ça dépend, on a communiqué très vite. Notre directrice a envoyé le protocole le vendredi soir à 20h30 ou à 21h. Mais quand même, il y a une forme d'instantanéité au fond qui peut mettre en difficulté des directeurs. Et il y a des directeurs aujourd'hui qui sont en difficulté. Et vous le dites très bien, tirailler entre une volonté d'ouvrir, mais aussi la nécessité, évidemment, de garder la sécurité dans l'établissement. Parce que depuis un an, beaucoup de nos résidents, de nos aînés sont décédés à l'EHPAD. Et du coup, tout ça, c'est des drames absolus pour tous. Et donc, on est aujourd'hui dans cette espèce alors, pour le coup, encore une fois, moi, je pense que le succès de la vaccination est un succès majeur pour le retour à la vie normale, mais pas dans toutes les conditions, pas dans n'importe quelle condition, et que sans doute, alors comme toujours, samedi matin, quelques familles, parfois de manière virulente, ont voulu forcer les portes de l'EHPAD. Et c'est légitime, et on le comprend, on conçoit. On conçoit quand on ne s'est pas vu correctement ou de manière… Enfin, vous savez, les bisous masques, ce n'est pas terrible. Hein.
C'est pas terrible les bisous masques. Et personne n'apprécie les bisous masques. Et en même temps, on doit garder cette forme d'équilibre, cette ligne de crête. Je l'avais cité, je crois, lorsque nous avions échangé ensemble. Cette ligne de crête, toujours entre liberté et sécurité. Entre assouplissement et respect des consignes de sécurité. Parce que bien sûr que les résidents, 89%, ont reçu au moins une dose. Mais la population aujourd'hui française, on est loin de ces chiffres-là. Et les familles n'ont pas été forcément toutes vaccinées. On sait bien aujourd'hui qu'il y a 8 millions de Français qui ont reçu une dose de vaccin. Donc, on est aujourd'hui dans cette difficulté. Nous, à la FNADEPA, nous pensons de manière assez générale, et tous les adhérents de la FNADEPA sont absolument convaincus que cette réussite, ce succès de la vaccination doit nous amener à retrouver une vie normale au sein de nos établissements. Mais encore une fois, il s'agit aussi d'assumer les différences de rythme dans cette sortie de crise. En fonction des régions, en fonction des établissements, en fonction de la réalité du vécu de l'établissement, de la réalité de la situation du moment au sein de l'établissement. Tout ça, c'est effectivement la place à la responsabilité de chaque directeur. Et Dieu sait si les directeurs et directrices, depuis un an maintenant, ont fait preuve de responsabilité. Elles ont fait preuve quand il a fallu fermer, elles ont fait preuve quand il a fallu réouvrir un peu, elles ont fait preuve de toutes ces responsabilités. Et ces directeurs et ces directrices aujourd'hui, ils ont aussi parfois besoin, pour que cette responsabilité, ils puissent au fond l'assumer en toute connaissance de cause, ils puissent avoir parfois un petit peu de temps. Alors sur le terrain, on se rend compte que ce temps-là, la plupart du temps, on l'a. On arrive à le construire. On arrive à le construire avec les familles, on arrive à le construire de manière à peu près cohérente aujourd'hui. Et que, au fond, les clashs ne sont pas très nombreux, fort heureusement. Parce que la responsabilité collective, c'est aussi d'assumer l'ensemble de ces éléments-là. Donc oui, la situation du moment, elle est une situation qui est une situation de nette amélioration. Et la vaccination nous aide à ça. Ce n'est que le fruit de la vaccination qui permet ça. Est-ce que l'on a eu, avec la vaccination, une baisse du taux forte du nombre de cas qu'on a vu dans d'autres pays, en fait? Oui, aujourd'hui, la vaccination a permis de manière extrêmement forte et puissante de réduire les risques de décès et d'hospitalisation parmi les résidents des EHPAD. Les chiffres sont absolument certains aujourd'hui. Et c'est ce qui ouvre la porte, au fond, à cet assouplissement de ce protocole. C'est ce qui ouvre la porte au retour à une vie normale. Mais ce que je veux véritablement dire, encore une fois, la FNADEPA a salué ce protocole d'allègement. Et on l'avait évoqué avec Brigitte Bourguignon à plusieurs reprises, y compris lorsqu'elle était venue à notre colloque national au mois de janvier. On a posé ces questions-là et on a dit qu'il fallait effectivement que nos établissements redeviennent des lieux de vie qu'ils sont et qu'ils veulent être, et qu'ils seront encore demain. Mais je crois qu'il faut aussi laisser la place à la responsabilité du directeur. Vous l'avez dit. Et chaque directeur aujourd'hui a une histoire particulière avec le Covid. Ne serait-ce que j'imagine que le pourcentage de personnes vaccinées dans son établissement. Oui. Si on a 95% ou si on a 65%, c'est pas pareil, j'imagine. Pas pareil. Aujourd'hui, on a des taux de vaccination dans les établissements des résidents qui sont très élevés, à peu près dans tous les établissements. Là où il y a une vraie nuance, c'est le taux de vaccination des soignants des EHPAD. Et pour le coup, ça peut aller du simple au double. C'est-à-dire que dans notre réseau, nous avons, je pense à un établissement, par exemple, qui a 60% de ses professionnels qui sont vaccinés. Et je pense à un établissement dans le département voisin où on est à 25 ou 30%. Donc évidemment, l'écosystème de l'établissement, les gens qui vivent dans l'établissement, les résidents, les professionnels, ce n'est pas pareil si on a 60% des professionnels qui le sont et si on a 30% des professionnels qui le sont. Et donc ça, c'est une dimension dont il faut tenir compte. Aussi dans la question de comment est-ce qu'on réouvre les établissements et comment est-ce qu'on le reconstruit. Est-ce qu'on va arriver à une situation où dans certains établissements où les personnels sera peu vaccinés, où les familles vont faire pression pour que le personnel soit vacciné? En tout cas, moi, si j'avais ma maman qui est dans un EHPAD
et puis que je sais en fait qu'une partie importante des soignants ne sont pas vaccinés, je ne serais pas très rassuré. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette manifestation-là. Nous, ce que l'on dit à la FNADEPA et de notre place, hein, de fédération professionnelle, hein, et pour le coup, rien d'autre. Nous aujourd'hui, on encourage très largement par la pédagogie et par l'information et par l'implication de chacun à la vaccination. Mais ce n'est qu'un encouragement. Nos directeurs, nos directrices ne peuvent qu'encourager, comme on le fait les uns les autres, à un moment, pour soi, pour sa famille, pour ses proches, en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on conçoit. On n'a pas aujourd'hui une pression forte des familles sur ces sujets-là. Non. On a, en tout cas, ce n'est pas majeur et ça n'est pas un mouvement qui prend racine dans son organisation. Ça peut venir. Ça peut venir parce que, au fond, on a bien compris que la vaccination, elle nous protégeait nous-mêmes, mais elle protégeait aussi les autres. Et qu'effectivement, la question du degré de vaccination dans un établissement, ça va être celui de la degré de protection de ceux qui y habitent, qui y vivent. Et pour le coup, il n'y a pas encore ce mouvement, mais on peut imaginer que ça va se faire. De la même façon, vous savez qu'on peut imaginer très bien que demain, nos directeurs, nos directrices aient à gérer des conflits entre des salariés vaccinés et des salariés pas vaccinés. Bien évidemment, bien évidemment. De la même façon. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que cette dynamique autour de la vaccination, elle est majeure. Elle est majeure pour la société tout entière, mais elle est majeure pour nos établissements et services. Avec, là encore, des taux de vaccination, je le dis, qui sont certes assez divers dans les établissements, mais qui sont très faibles dans les services à domicile, ce qui est un sujet assez important parce que aujourd'hui, on voit dans les établissements, dans les EHPAD en tous les cas. Je ne parle pas des résidences autonomie où là, ça n'a pas été facile de faire vacciner en résidence autonomie. Ça n'est toujours pas d'ailleurs. Il n'y a toujours pas de protocole, il n'y a toujours pas de dynamique cohérente. Mais autour des services à domicile, il n'y a pas de filière aujourd'hui facilitatrice pour ramener les salariés à se faire vacciner. Et il n'y a pas non plus, vous le savez, toutes les personnes de plus de 75 ans qui ont pu bénéficier de vaccins non plus. Donc ça renvoie à la question de si je ne suis pas vacciné aujourd'hui quand j'habite chez moi et que je vais habiter dans un EHPAD demain, il faut que je sois vacciné. Donc là, ça se met en place. Donc les directeurs d'EHPAD vont avoir de nouveau la possibilité de vacciner ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui vont arriver maintenant. D'accord. Autre sujet qu'on voulait aborder, c'était les propositions de la FNADEPA pour l'avenir du grand âge. Donc vous avez mis en place, lancé une plateforme politique avec 25 propositions. Déjà, pourquoi en fait faire des propositions? La question peut paraître naïve, mais d'abord qu'on réponde à la base. Pourquoi en fait faire ces propositions? Alors, c'est là aussi évident, un enjeu majeur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point cette crise, elle est sanitaire, mais elle est sociale, elle est médico-sociale. Et pour nous, ce qui nous a incité à proposer aujourd'hui ces 25 propositions, à faire ces 25 propositions avec cette plateforme politique, c'est d'abord de dire que l'enjeu sociétal, il est incontestable. En 2030, 21 millions de Français auront plus de 60 ans. Dire que aussi le report de la loi Grand Âge et Autonomie après la crise sanitaire, c'est les dernières informations que nous avons officielles de la bouche de Mme Bourguignon, de Mme la ministre, pour nous, n'est pas acceptable. On lui a dit, et je vous le redis, et un peu solennellement, pour nous, cette crise-là, au contraire, elle montre que le report de la loi n'est pas la bonne solution. Cette crise-là, elle montre que, pardon pour parler de ma chapelle, mais elle montre qu'aujourd'hui, si nous avions eu des politiques pour l'autonomie des personnes âgées plus robustes, probablement que nous n'aurions pas traversé cette crise avec autant de drames et autant de difficultés. Donc, et elle montre évidemment la crise que les tensions sont parfaitement démultipliées. Tout ce qu'on avait dit avant la crise et dont on nous avait dit que ça se réglerait par une réforme des politiques du grand âge et une grande loi n'a été que démultiplié. Donc pour nous, ça reste extrêmement important et ces 25 propositions sont le reflet de ce que nous pensons, c'est-à-dire que nous pensons qu'il est prioritaire, essentiel et urgent de faire une réforme des politiques du grand âge avec une loi. Et nous avons voulu
à la base, effectivement, grâce à l'expérience et à les compétences de ces 1250 adhérents de la FNADEPA aujourd'hui, nous avons voulu mettre ces 25 propositions sur un document que nous avons évidemment largement diffusé à la presse, à l'ensemble des institutionnels, à l'ensemble de notre réseau, et effectivement, dont je vous livrerai quelques éléments de manière évidemment un peu synthétique et rapide. Mais ces 25 propositions, elles ont 3 objectifs majeurs. En tout cas, 3 axes principaux. Le premier axe, c'est de soutenir les professionnels du grand âge. Alors, vous l'avez compris, cet axe, il n'est pas prioritaire par rapport aux 2 autres. Il a fallu les classer dans cet ordre-là, ça nous a paru plus simple. Soutenir les professionnels du grand âge, c'est une urgence sociale aujourd'hui, et cette urgence-là, elle s'est exprimée depuis des années. Depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, nous sommes un secteur, établissements et services, dont la reconnaissance de ces professionnels, qui sont pourtant des maillons essentiels à la vie de notre société, sont aujourd'hui beaucoup trop faibles. Ces professionnels ne sont pas reconnus, ils ne sont pas dans plein d'aspects, pas seulement en termes de rémunération, pas seulement, mais évidemment d'abord là-dessus. Le deuxième axe majeur de notre travail politique, c'est optimiser le parcours de vie de nos aînés. Et ça, pour nous, c'est un impératif éthique. La crise a appris plein de choses, Frédéric. Elle a aussi appris que l'éthique était partout dans cette crise. Depuis avant la crise et pendant la crise. Et cette éthique-là, aujourd'hui, nous voulons l'incarner aussi dans un certain nombre de nos propositions. Et puis le troisième axe majeur de nos propositions politiques aujourd'hui, autour de effectivement cette idée de travailler et de proposer une réforme du grand âge avec une loi, c'est la stabilisation de la gouvernance et des financements. Et ça, ce sont des moyens, mais pas seulement des moyens, ce sont aussi des décisions politiques autour de la gouvernance territoriale et nationale de ce secteur. Alors, pour faire assez rapide, mais quand même, vous donner le sens de nos... Alors, je ne vais pas lister les 25 propositions, nous serions encore... Juste avant, en fait, est-ce que je peux vous provoquer un petit peu dans un pays endetté, en fait, très endetté, où chacun réclame quelque chose à l'État, pourquoi est-ce qu'en fait le grand âge, je provoque, pourquoi est-ce que le grand âge devrait être prioritaire par rapport à d'autres secteurs? On voit par exemple, vous savez qu'il y avait une aide pour adapter le logement, la salle de bain de 5 000 € en fait. Et cette aide, en fait, elle va être arrêtée. L'enveloppe va être riche, peut-être grande, l'enveloppe est réduite, et elle est réfléchie sur la pauvreté ou sur le social dû à la crise, en fait. Donc, quelque part, si une mauvaise langue, en fait, on va prendre de l'argent, enfin, une enveloppe qui était plutôt destinée à l'aménagement des logements pour les personnes âgées, et on le redistribue, et on va le remettre sur la pauvreté, en fait, engendrée par la crise économique. Pourquoi est-ce qu'on devrait aider le grand âge? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque simplement que non, les familles aideront leurs parents âgés et la priorité, ça va être la pauvreté qui va résulter de la crise, quoi. Je crois que un des enjeux majeurs aujourd'hui d'accompagner mieux nos aînés, de réformer nos structures, de réformer nos établissements, c'est que en faisant ça, on va créer des richesses. Et pour le coup, des richesses économiques. Nous pensons, à la FNADEPA, que augmenter le nombre de professionnels dans les EHPAD, dans les services à domicile, structurer différemment la réponse, ça crée des emplois. Ça crée des emplois non délocalisables, ça crée des emplois pérennes, ça crée des emplois qui ont un sens et une utilité sociale. Et ces emplois que l'on crée sont des emplois que l'on sauve. Ce sont des économies que nous avons fait à d'autres branches de la sécurité sociale. Pendant des années, et depuis des années, devrais-je dire, on a des enjeux aujourd'hui autour de ces questions-là, de comment est-ce qu'en créant des emplois dans les services à domicile, justement, on va sortir de la précarité un certain nombre de personnes qui tomberaient dans cette précarité et qui devraient malheureusement
parce que ça n'est jamais une chance et jamais une volonté d'aller bénéficier du RSA ou autre. Et nous pensons à la FNADEPA que créer de l'emploi, évidemment qui coûte, pour accompagner mieux nos aînés, ça fait faire des économies. Faire des économies qu'on serait capable de chiffrer, qu'on doit aujourd'hui être en capacité, par des effets évidemment leviers, de chiffrer. Donc, bien sûr, et vous avez raison, on est là sur des choix, sur des priorités politiques. On est là sur des choix de société. On est là sur comment est-ce que demain, on dote cette branche, cette fameuse 5e branche qui a été créée au mois d'août l'an passé et qui aujourd'hui, via la CNSA, est en train de prendre son envol. Comment est-ce qu'en dotant de ces moyens, alors nous, dans la plateforme que nous avons écrite, nous nous sommes basés sur le chiffre de 9 milliards 200 millions d'euros, qui est celui que Dominique Libaud avait écrit, avait calibré. Dans les travaux que nous menons au sein du Conseil de la CNSA, on est plutôt autour de 20 milliards d'euros, parce que ça englobe un certain nombre d'autres évolutions, ça englobe aussi le champ du handicap. Et donc, on est sur ce dispositif-là. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de donner du corps à ça et de justifier. En effet, pourquoi, par exemple, à un moment, les Français pourraient être mis à contribution d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas à moi de décider quelles sources de financement sont nécessaires là-dedans. Laurent Vachey a fait son rapport, il a commis un rapport de grande qualité dans lequel il liste un certain nombre de pistes de réflexion. Nous, on n'est pas là pour arbitrer. Je ne suis pas ministre ou président de la République. Par contre, nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, créer des emplois, accompagner mieux, donner plus de perspectives à domicile et en établissement, ça crée des richesses économiques et financières. D'accord. Et ça fabrique, ça constitue au fond ce que parfois on ne voit pas ou on ne veut pas voir, c'est-à-dire l'idée générale que ça n'a pas qu'un coût d'accompagner un grand âge ou d'accompagner une personne souffrant de handicap. Ça a aussi des profits. Ça permet véritablement économiquement de peser. Vous savez, dans les services à domicile, assez fréquemment, nous sommes des lieux d'inclusion de personnes qui n'ont pas d'autres sources, qui n'ont pas d'autres avenirs professionnels. Et on est sur des emplois qui sont non délocalisables, encore une fois, qui sont des emplois forts, qui sont des emplois créateurs de sens. Donc, bien sûr que ces arbitrages-là, aujourd'hui, ils sont à poser, mais pour nous, ça nous semble indispensable d'accompagner mieux nos aînés aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça suscite forcément d'accompagner moins bien d'autres catégories. Mais ces arbitrages politiques, ils sont en cours aujourd'hui. Et on voit bien à quel point ils sont difficiles à trouver. Évidemment, et vous avez raison, il ne faut surtout pas être naïf, il faut ne pas nier la réalité économique de notre pays et la crise économique que nous allons traverser et que nous traverserons sans doute dans les mois qui viennent. D'accord. Si on revient à la plateforme politique, est-ce qu'on peut avoir des exemples de propositions que vous faites? Oui, alors je vais vous citer une dizaine sur ces 25 de manière un peu rapide, mais sur les trois grands axes que nous avons évoqués. La première proposition autour de l'axe du soutien professionnel, ça étonnera personne, ça rejoint finalement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on crée des emplois dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il faut doter les EHPAD, les résidences autonomie et les services à domicile, ça des SIAD, de plus de moyens humains, parce qu'aujourd'hui, on est sur un taux d'encadrement, pour parler des EHPAD par exemple, qui est très en deçà de nos voisins européens. Et aujourd'hui, et la crise a montré que là où les EHPAD ont pu bénéficier de renforts RH, dans des métiers évidemment du soin, mais pas que des métiers du soin, nous avions mieux accompagné nos aînés. Donc nous devons accroître le nombre de professionnels. Parce que ces professionnels aujourd'hui, bien sûr que l'usure, elle est liée aussi au fait qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc il faut aujourd'hui recruter des professionnels, les former et les rémunérer. Les rémunérer mieux. À ce sujet, un travail qui a été mené autour du Ségur de la santé, nous l'avons salué, mais les limites aujourd'hui du Ségur de la santé, on les connaît. Je ne reviens pas dans le détail sur ces questions-là, ça a été dit, redit et réécrit.
Donc, il faut effectivement qu'on recrute, qu'on forme mieux, qu'on qualifie davantage et que, au fond, par exemple, on mette en œuvre des modalités de simplification de la VAE, des modalités autour des contrats d'apprentissage, autour d'un certain nombre de dynamiques aussi de réécriture des diplômes. Vous vous rendez compte que le DPAS n'a pas été réécrit depuis 1980, je ne sais pas combien. Et le métier d'aide-soignant, qui est un métier, un pilier aujourd'hui dans les EHPAD, il a quand même beaucoup évolué en 30 ans ou en 35 ans. Donc, plus de professionnels, mieux formés. Nous pensons, nous, par exemple, qu'aujourd'hui, tous les métiers des soignants tous les métiers soignants devraient avoir des modules autour de la gériatrie et de la gérontologie. Parce qu'on intéresse les soignants uniquement en leur disant ce que c'est qu'à accompagner des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et il faut le dire. Donc, mieux former, mieux payer, décloisonner les rémunérations. Il n'est pas possible aujourd'hui, pas acceptable aujourd'hui que les rémunérations de la branche de l'aide à domicile soient pendant 20 ans en dessous du SMIC. Donc, il faut revaloriser de manière forte, de manière durable, ces métiers-là, pour redonner du sens à ces métiers-là. Et puis, un élément qui est un élément extrêmement important, aujourd'hui aussi autour de cette question des métiers et soutenir les professionnels, c'est comment est-ce qu'on change le regard de la société sur le grand âge? Comment est-ce que par une communication inclusive, autour des métiers du grand âge, on change ce regard sur la société? Et qu'on évite, au fond, cette forme de dualité entre les vieux et les jeunes. Qu'on s'empoigne ici ou là. Et qu'on voit bien aujourd'hui que finalement, certains disent, j'ai entendu ici ou là, que peut-être ça aurait été mieux de commencer par vacciner les jeunes que de vacciner les vieux. Ça, entre parenthèses, je pense que c'est ceux qui n'ont pas écouté la présidente de la Haute Autorité de Santé, qui elle a très bien expliqué la logique de pourquoi on soignait les plus âgés. C'était essentiellement pour réduire le nombre d'arrivées dans les hôpitaux. Bien sûr, bien sûr. Et pour le coup, c'est légitime. Et au fond, on voit cette dualité-là. Logique, en fait, c'est logique, quoi. C'est logique. Et on voit à quel point cette question-là de comment est-ce qu'on communique mieux autour de ces questions va permettre d'éviter ces discriminations, qui sont des sujets majeurs. Voilà quatre grands points autour du premier objectif sur soutenir les professionnels. Ensuite, un deuxième axe, et je citerai simplement 3 propositions phares qui nous semblent propositions phares autour de l'optimisation des parcours de vie. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais c'est comment est-ce que, lorsque j'ai parlé de la vaccination et des sorties des établissements, comment est-ce qu'on réaffirme la pleine et entière citoyenneté de nos aînés, où qu'ils vivent, et comment est-ce qu'on les associe à la prise de décision? On sait qu'il y a un très gros travail à faire aujourd'hui sur l'expression de cette citoyenneté au sein des établissements, au sein des services à domicile. C'est un enjeu fort, c'est un enjeu essentiel, et quand je dis que l'éthique est partout, elle est notamment ici. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que les CVS fonctionnent bien, fonctionnent moins bien. Il y a sans doute une nouvelle organisation à trouver. Parce que, par exemple, dans le champ du handicap est extrêmement bien fait. La question, elle est aujourd'hui portée un peu différemment dans notre secteur, nous. Et il est extrêmement important que cette citoyenneté s'exerce, quel que soit l'endroit où on vit, et qu'on puisse l'exercer de manière tout à fait efficace. Ça, c'est un point qui nous semble essentiel. Le deuxième point essentiel sur nos propositions phares aujourd'hui, c'est la question de, au fond, une forme de spécialisation de la prise en charge urgente des personnes âgées. Tout à l'heure, j'ai évoqué certains territoires dans lesquels des partenariats sanitaires médico-sociaux ont été formidablement réussis. Eh bien, l'idée d'avoir un accueil spécifique dans les services d'urgence, ce qui a été le cas au moment de la crise de la première vague, des hôpitaux, dans une logique de fast-track au fond, pardon pour l'anglicisme, mais des logiques véritablement de fils qui sont ciblés, fléchés, avec une forme de cohérence et de prise en charge d'urgence, sans laisser les personnes âgées dans des conditions extrêmement complexes. Ça nous semble un élément important pour éviter les temps trop longs.
et pour construire véritablement des logiques de cohérence. De la même façon, créer des places d'accueil d'urgence en EHPAD et en résidence autonomie et véritablement les sanctuariser pour faire en sorte que ça puisse être des lieux dans lesquels on entre en urgence quand on est âgé et qu'on est chez soi et qu'on tombe, etc., ou que l'aidant est en difficulté. Ça, c'est un sujet majeur en termes de transformation du modèle. Et puis, le dernier élément là-dessus, en tout cas celui que j'évoque avec vous, c'est la question des décloisonnements. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais comment est-ce qu'on transforme les l'EHPAD d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on transforme les SAD? Comment est-ce qu'on transforme les résidences autonomie pour faire en sorte que, gagnant-gagnant, entre chacun de ces entités qui sont celles qui construisent la FNADEPA, on puisse arriver à apporter des accompagnements meilleurs. Il ne faut pas qu'il y ait de supplétif. Ça rejoint votre question tout à l'heure. Nous, à la FNADEPA, nous pensons qu'aucun n'est le supplétif de l'autre. Nous ne pensons pas que ce soit l'établissement qui soit le supplétif du domicile ou inversement. Et là, il y a des enjeux extrêmement forts autour, on le voit bien, des tiers-lieux autour qui se créent aujourd'hui, les pas de demain, l'ensemble de ces logiques-là. Et c'est extrêmement important qu'on le construise. Et puis, le dernier élément autour de la gouvernance et des moyens. Là encore, le constat, c'est qu'il y a de très fortes disparités territoriales aujourd'hui, à domicile et en établissement, avec des positionnements qui sont parfois incompréhensibles autour du point GIR départemental, autour du tarif APA, etc. etc. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut simplifier la gouvernance et un peu à l'image de ce qui est fait au niveau de la CNSA, associer les parties prenantes et faire en sorte que les ARS puissent être les pilotes du financement de l'ensemble du secteur. D'accord. Avec la place pour chacun, conseils départementaux, caisses de retraite et l'ensemble des acteurs du territoire, un peu à l'image au fond de ce qui existe dans les CFPPA et qui fonctionne bien dans beaucoup de départements, mais qu'il puisse y avoir clairement une fin, par exemple pour les EHPAD, de ce double financement conseil départemental ARS qui, depuis des années, et dans le rapport LIBO a été déjà pointé comme étant une complexité et une absence de cohérence dans ce dispositif. Donc, vous voyez, nous pensons qu'il faut véritablement aller au-delà de cette question-là et simplifier la gouvernance, simplifier aussi les modalités de financement. Un autre sujet, c'est, et je le disais, 9,2 milliards. C'est le chiffre du rapport LIBO. Encore une fois, on travaille plutôt autour de 20 milliards avec la CNSA, mais parce que ça englobe d'autres dimensions qui sont celles que la FNADEPA connaît un peu moins. Et ça, ce sont des investissements qui doivent permettre d'accompagner mieux. L'ensemble des éléments, je les ai évoqués. Et puis, un élément qui est un élément important, qui renvoie aussi à la question de l'aide sociale à l'hébergement, très technique, mais dont on voit là encore les inéquités d'un département à un autre en fonction des règlements départementaux d'aide sociale qui sont quand même un problème aujourd'hui dans la visibilité, dans la cohérence et aussi dans l'équité territoriale. Voilà une dizaine de nos 25 propositions qui sont effectivement fondatrices de ce que nous voudrions dans la réforme du grand âge, de ce que nous voulons dans la réforme du grand âge et de ce que nous continuons à exiger comme étant une priorité, une urgence absolue. D'accord. Les 25 propositions, on peut les retrouver sur le site de la FNADEPA, j'imagine. Oui, absolument. Vous pouvez les retrouver sur le site fnadepa.com, évidemment, et l'ensemble de ces éléments-là, et puis l'ensemble de ces communications qui nous permet aujourd'hui de continuer, au fond, à dire que même si on pense Covid, on réfléchit Covid, on mange Covid et on vit Covid depuis plus d'un an à la FNADEPA, eh bien, on est convaincu qu'il faut sortir de cette crise par le haut. Sortir de cette crise par le haut, c'est véritablement être capable de construire l'accompagnement de demain dans des conditions un peu formelles. Super. Merci beaucoup Jean-Pierre. Jean-Pierre Rizzo, je rappelle que vous êtes président de la FNADEPA. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci à vous.